Vous vous fixez des objectifs de croissance précis, chiffrés? Bien, on fait des budgets, des business plans, hein, comme n'importe quelle entreprise. Donc, oui, oui, on se fixe des objectifs. Là, par exemple, sur notre activité de formation, elle a doublé en 2020, malgré le fait qu'on a eu 6 mois quasiment, on n'a pas pu tenir une formation présentielle. Et donc, on vise de la faire tripler en 2021. Il y a un effet rattrapage parce qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas pu avoir lieu en 2020, qui auront lieu en 2021. Mais donc, oui, on est ambitieux, on se fixe des objectifs. C'est évidemment comme ça qu'on fonctionne. Et après, c'est vrai qu'on a aussi des objectifs qui consistent à essayer de faire changer le secteur. C'est là où peut-être on est un peu différent. Notre ambition, ce n'est pas de faire une entreprise qui marche mieux que les autres et de se gargariser en disant qu'on marche mieux que les autres, c'est de contribuer à redéfinir des standards pour l'ensemble du secteur. Et donc, le nombre d'organisations formées, le nombre d'organisations qui participent au collectif L'Humain d'abord sont aussi des objectifs, même s'ils ne se voient pas, par exemple, pour ceux qui passent par le collectif, ce n'est pas du tout lié à notre organisation, c'est une association, donc ça ne se voit pas forcément dans notre compte de résultats, mais ça va se voir dans les indicateurs d'impact qu'on va mesurer. Dernière question à tous les deux d'ailleurs, avant de passer la parole, enfin de laisser la place aux questions du public, notamment aux questions dans le chat. Comment est-ce que vous financez, donc Guillaume Desnaux d'abord, hein, comment est-ce que vous financez votre croissance, avec quels outils de financement et quelle est la place de la finance solidaire dans tout ça? Alors, on finance notre croissance. Je dirais d'abord, il faut toujours y penser. Avant d'être une entreprise sociale, on est une entreprise. Il y a quand même ce mot au départ. Donc, en tant qu'entreprise, on a l'opportunité de bénéficier des moyens de financement de n'importe quelle entreprise. Donc, le premier d'entre eux, c'est la banque. Je dirais que le premier financement historiquement dont on a bénéficié, c'est un prêt de la BNP Paribas qui supporte beaucoup le développement. Alors, il y a peut-être des représentants dans l'assistance et des représentants d'autres banques aussi, mais en tout cas, la BNP Paribas a beaucoup soutenu notre développement depuis le début via des prêts bancaires. Deuxième moyen, tous les dispositifs de subvention, parce qu'on a une composante de développement technologique un peu depuis le début dans notre aventure, et donc on a aussi bénéficié de soutien de BPI, de la région Île-de-France, beaucoup. Donc d'abord tous ces financements, je dirais, non dilutifs, aussi des réseaux comme le réseau Entreprendre, réseau Paris Initiative, France Active, qui nous ont donné des prêts d'honneur. Donc on a vraiment d'abord utilisé tous les dispositifs dont on pouvait bénéficier, comme n'importe quelle jeune entreprise qui se crée. Et puis évidemment, à un moment, on a eu besoin de renforcer nos fonds propres. Et donc là, on a fait appel, on a rencontré des fonds d'impact. Et donc le premier qui nous a soutenus, c'est effectivement Fitrust. Et là, ce qui est très intéressant pour témoigner, c'est que effectivement, ça paraît parfois, quand on ne connaît pas bien cet écosystème, un peu incongru de se dire qu'un fonds va vraiment accepter de sacrifier, si j'ose dire, la rentabilité à l'impact et que ça va vraiment se matérialiser. Et nous, on le vit vraiment. C'est-à-dire que, par exemple, notre engagement d'accompagner des publics à plus faible revenu, on ne l'avait pas forcément au tout début de l'aventure parce qu'on s'est d'abord dit, testons notre manière différente de faire, d'abord sur des publics qui peuvent payer, c'est ce qui paraît le plus rationnel, et puis après, on élargira. Et on a rencontré Fitrust au moment où on était en train d'élargir, et Fitrust nous a challengé et continue de nous challenger en continu sur une augmentation du pourcentage de bénéficiaires à faible ressource. Donc en fait, on a un investisseur qui nous demande expressément de mener des actions pour baisser notre marge, ce qui voilà, n'est pas forcément ce qu'on peut avoir en tête quand on réfléchit dans le cliché qu'on peut avoir de l'investisseur. Et ça, c'est possible parce qu'évidemment, il y a des personnes qui investissent eux-mêmes dans ces fonds d'investissement, à la fois des personnes physiques et des grands institutionnels comme le Fonds européen d'investissement ou la Caisse des dépôts, la Banque des territoires, qui eux-mêmes veulent de l'externalité positive, de l'impact positif, avec une rentabilité minimale, mais acceptent que la rentabilité soit pas forcément très très forte si l'impact est là. Et donc ça, c'est très intéressant et on a été amené ensuite à travailler avec deux autres fonds d'impact lors d'une deuxième levée de fonds. Mais en tout cas, on est vraiment dans un moment aussi, et d'ailleurs on dit souvent dans notre secteur, hein, finalement, notre vision des choses, elle n'est pas nouvelle. Des gens qui font le constat qu'on fait sur ce métier du care, il y en a beaucoup. Ce qui nous singularise peut-être dans notre secteur, c'est le fait d'utiliser ce nouveau véhicule qui est l'entreprise sociale, qui prend un peu le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire des objectifs d'impact qui sont statutaires, une raison d'être et une gouvernance plus collaborative qu'une entreprise classique. Et puis, quand même, un financement en fonds propres avec une logique capitaliste, mais je dirais régulée, qui équilibre l'objectif économique et l'objectif social. Et c'est finalement le fait de pouvoir utiliser ce type de véhicule pour financer des innovations dans la formation, dans les outils, dans les méthodes d'organisation, qui nous singularise et qui nous permet d'avoir un impact sur notre secteur. Joël Rioux, de votre côté, comment est-ce que vous financez votre croissance? Avec quels outils et quelle est la place de la finance solidaire? Même question pour vous. Alors, nous sommes partis, nous avons eu la chance dès le départ peut-être de trouver
des actionnaires solides qui ont investi dans le projet alors qu'il était vraiment à l'état embryonnaire. Ces deux entreprises sont Bayard Presse et Danone, le groupe Danone. Donc, nous sommes partis, si vous voulez, avec une structure capitalistique assez importante pour une entreprise qui, en fait, avait des idées, mais pas beaucoup plus de choses. Et puis, au fur et à mesure du développement de la société, nous avons intégré de nouveaux actionnaires, et notamment donc Fitrust, qui est arrivé en 2018 au capital de la société. Et si vous voulez, aujourd'hui, nous sommes une entreprise qui bon, a un taux de croissance qui est important, mais qui génère aussi, comme on dit, un cash flow positif, donc ce qui nous permet de financer notre croissance. Si demain on avait des besoins supplémentaires, peut-être qu'on aurait une autre démarche pour trouver d'autres financements. Ce qu'a apporté, si vous voulez, Fitrust, c'est, alors pour moi, hein, vraiment, là, à titre vraiment personnel, c'est d'abord une expertise de gouvernance dont nous avions absolument besoin au regard des actionnaires que nous avons, parce que nous avons des actionnaires importants, en tout cas d'une taille importante, donc c'est compliqué à gérer. Et puis, cette volonté d'associer, de combiner une certaine efficacité du capital et l'impact social. Alors, on a par nature un objet, en tout cas l'objet, notre activité principale est un objet social, donc on simplifie peut-être un peu la difficulté des choses, mais Fitrust nous a fortement engagés. Ce que nous avons fait, à créer un fonds de dotation au sein duquel nous allons accompagner des populations sans doute plus éloignées du monde du travail, des populations plus fragilisées, et donc mettre en place à coût, je dirais à coût, ou sur une base de prix, à prix coûtant plutôt, un accompagnement à destination de personnes que l'on ne trouverait pas dans le monde du travail sur le modèle économique central qui est le nôtre. Merci Joël Riou, merci Guillaume Desnaux. On n'a pas terminé, mais moi j'ai terminé de vous poser des questions. On va prendre maintenant les questions du public qui sont dans le chat. Vous êtes encore 67, vous étiez 82 participants tout à l'heure. Donc on a une belle matinée d'échange avec vous. Et je vais passer la parole à Manon Bozek, puisque c'est elle qui va synthétiser, reformuler vos questions et les orienter directement pour Guillaume Desnaux ou Joël Riou. Manon. Oui, merci Frédéric. Alors, on a eu beaucoup de questions. Tout d'abord, la première pour Allenvie. Quelle est la structure juridique de Allenvie? Et peut-être maintenant qu'on peut poser plusieurs questions okay, simultanées pour aller plus vite dans les réponses. Ok, très bien. Et directement, donc pour Joël Riou. Alors, on en a eu plusieurs. J'en avais noté une. Oui, pour l'accélération des stratégies RSE dans les aires entreprises et notamment le volet social, est-ce que cela a constitué une opportunité de croissance pour Responsage? Donc déjà, et après peut-être qu'on passera à un deuxième temps de questions, je pense. Faisons comme ça. Super. Guillaume d'abord. Oui, alors notre statut juridique, on est une SAS qui est ESUS, donc qui marque notre appartenance à l'économie sociale et solidaire avec un cadre de lucrativité limitée et une gouvernance partagée. Et on est également une société à mission parce qu'on est très impliqué dans la promotion aussi de la société à mission qui, de notre point de vue, peut être un outil formidable pour notre secteur pour que l'ensemble des entreprises privées arrivent à mieux, dans leur gouvernance, travailler pour l'ensemble des parties prenantes et équilibrer les objectifs économiques et sociaux. Peut-être que je vais prendre, parce qu'il y avait une autre question. Alors, j'ai répondu en direct à la personne qui me posait des questions assez techniques sur notre mode de management, holacratie, etc. Donc, je ne vais peut-être pas revenir dessus. Et je me permets peut-être d'en prendre une autre, parce que comme ça, il y avait une autre question. Non, c'est ça. Pardon, je te laisse la parole. Alors, est-ce que l'accélération des stratégies RSE en entreprise est une opportunité pour nous? Absolument. C'est une réalité que l'on voit tous les jours.
Si vous voulez, aujourd'hui, il y a des entreprises du CAC 40 qui ont vécu la crise de manière épouvantable, hein. Je n'ai pas besoin de citer les noms, vous avez vu les résultats hallucinants qui sont sortis dans la presse. Et puis, il y a des entreprises qui ont traversé la crise de manière assez incroyablement résiliente. Et donc, ces entreprises, aujourd'hui, elles sont confrontées à un dilemme, parce que les politiques RSE, elles sont souvent axées sur le E, hein, de l'environnement, et sur le S du social, c'est beaucoup plus complexe. Et là, ces entreprises ont l'impératif d'avoir du résultat. On ne peut pas être une entreprise du CAC 40 florissante et avoir des salariés qui dorment dans leur voiture avec leur famille. Ça n'est plus possible, ça n'est plus acceptable. Donc, c'est absolument vrai qu'aujourd'hui, nous sommes sollicités sur de très nombreux programmes, mais qui ont des objectifs extrêmement précis. Par exemple, nous ne voulons plus que nos salariés dorment dans la rue. Alors, formulé comme ça, on peut dire que c'est un très bel objectif. La réalité, après, c'est que il faut l'incarner, il faut que ça se mette en œuvre. Mais si vous voulez, on est voilà, confronté à plein de demandes de ce type. Et je pense qu'il va y avoir une pression de plus en plus forte dans les entreprises liée à cette mode, ou en tout cas ce changement, plus qu'une mode du travail, qui est le télétravail, parce que la frontière entre vie pro, vie perso est en train de devenir extrêmement poreuse. Et donc, les problématiques de fragilité de la vie privée sur la vie professionnelle sont en train de monter en puissance. Donc oui, nous allons avoir nous avons des perspectives en tout cas de développement qui sont très importantes. Merci. Manon, est-ce qu'il y a d'autres questions qui sont venues? Oui, d'autres questions, notamment pour Guillaume, sur le financement de votre CQP, donc le certificat de qualification professionnelle. Prendre la question de dessus aussi sur… Et ici, ouais, la question. Donc, la question, c'était est-ce que les formations avaient lieu sur le temps de travail? Oui, bien entendu. Donc, nous, les formations, quand elles sont en présentiel, c'est sur le temps de travail. Quand elles sont en e-learning aussi, il faut savoir que le temps de travail d'un ou d'une auxiliaire de vie, en fait, le planning est assez mouvant. Et donc, chaque heure passée à se former, que ce soit en e-learning ou en présentiel, est comptabilisée et vient incrémenter en fait un compteur d'heures, parce qu'on est dans un régime de modulation du temps de travail où chaque mois, on est payé la même chose, mais on a un nombre d'heures de travail qui est comptabilisé et qui vient incrémenter un compteur. Donc, évidemment que pour que les gens se forment, il faut que ça soit comptabilisé dans leur temps de travail. Après, nous, on a un modèle où une demi-journée par semaine, d'une manière générale, est consacrée par les auxiliaires de vie à faire autre chose que leur métier d'auxiliaire de vie. Donc, la formation va dedans, mais vous avez aussi le temps passé sur les plannings, sur des entretiens de recrutement. Ça fait vraiment partie de notre modèle économique où les auxiliaires de vie passent une partie de leur temps à faire autre chose que leur métier d'auxiliaire de vie. Et derrière, on a moins de coûts qu'on appelle coaching, qui peuvent être appelés encadrement ailleurs, parce que ce que font les auxiliaires, d'autres gens n'ont pas à le faire, tout simplement. Donc ça fait partie du modèle. Et oui, il existe des certificats sur certaines formations, la plupart, qui sont certifiantes et qui justement donnent lieu à l'obtention d'un certificat de compétences. Ensuite, financer le CQP, je ne suis pas certain de comprendre si la question, c'est comment on finance les formations permettant d'obtenir le CQP, c'est via le CPF. En fait, quand vous avez un CQP, c'est certificat de… Qualification professionnelle. Alors, c'est un certificat de compétences. Il y a toute une gamme, mais tout simplement, les formations sont éligibles au compte professionnel de formation, donc c'est une première possibilité. Et ensuite, aujourd'hui, vous avez aussi des plans de formation que les organismes paritaires qui gèrent la formation, les OPCO, peuvent verser directement aux entreprises, aux associations pour former leurs salariés. Et puis enfin, vous avez même actuellement des collectivités, je l'ai dit tout à l'heure, vous avez le département du Nord, la région Nouvelle-Aquitaine, le département de Seine-Maritime, qui ont pu verser des subventions dédiées notamment à la transformation et à la formation à des associations, des entreprises d'aide à domicile de leur territoire. Donc, il y a beaucoup aujourd'hui de dispositifs pour financer ce type de formation parce qu'elles sont vues comme nécessaires par beaucoup de monde. Et peut-être une dernière question, juste qui vient de nous être posée pour Allons-Vie. Qu'est-ce que vous a apporté un prix comme celui que vous venez de recevoir du BCG? Boston Consulting Group, oui. Il va nous apporter le fait qu'on va avoir 2 mois de mission gratuite. Donc, on va avoir la joie de faire travailler les consultants du Boston Consulting Group,
est normalement une joie qui, dans le développement d'une entreprise, vient assez tard, il me semble, dans la taille. On en était assez loin. Et donc là, ça va être beaucoup plus tôt que… Peut-être qu'on n'aurait jamais eu recours même, je ne sais pas. Mais donc ça va être intéressant parce que ça va nous permettre de formaliser justement notre vision de notre développement, de notre impact sur le marché. Enfin, c'est un travail qui va être très intéressant. Et puis, ça nous a apporté de la visibilité. Voilà, si ça contribue à déclencher l'organisation de l'événement d'aujourd'hui, c'est déjà une chance d'avoir pu du coup témoigner. Donc voilà, c'est une super reconnaissance. Et puis, on espère qu'il y en aura d'autres dans le futur. C'est même intéressant de la part du Boston Consulting Group lui-même, parce qu'il n'est pas spécialement réputé pour soutenir l'économie sociale et solidaire en général. Alors, ce qui est très vrai, pour revenir à la question du départ sur la crise, c'est que le pitch s'est fait devant un parterre de patrons du CAC 40 qui étaient dans le jury, et qu'en fait, je pense qu'avant le Covid, le jury aurait été moins sensible à la question du care et de l'accompagnement des fragilités. Donc là, le Boston Consulting Group a récompensé 2 entreprises, Too Good To Go, qui est vraiment très en pointe dans l'économie circulaire, et à l'envie. Et je pense qu'ils étaient contents de signifier qu'ils soutenaient un projet environnemental et un projet qui répond aux questions de social et de valorisation des métiers, du prendre soin. Merci Guillaume. Et peut-être le temps pour une dernière petite question qui s'adresse à Responsage et à l'envie. Quel est le plus gros écueil dans votre expérience au regard de votre développement et de vos besoins futurs? Peut-être Responsage. Alors, bonne question. Le plus gros écueil, peut-être le plus gros danger. Moi, je dirais que c'est clairement d'arriver à avoir une unité entre le monde du travail social et le monde qui est, disons, le monde de l'entreprise. La formation initiale de beaucoup d'acteurs du travail social est quand même très éloignée de la formation du monde de l'entreprise, et je crois que notre objectif principal, c'est d'arriver à faire infuser ces 2 cultures pour apporter la meilleure réponse possible aux personnes que nous accompagnons. De notre côté, je dirais que je sais pas si c'est un écueil, mais le challenge que je vois, c'est vraiment maintenir la cohérence, c'est-à-dire que toute notre démarche qui consiste à la fois à avoir un discours assez activiste, assez militant, à avoir des engagements sociaux, tout en poursuivant des objectifs économiques, en travaillant à la fois avec des investisseurs, des partenaires dans un écosystème. Je pense que tout ça demande beaucoup de cohérence pour qu'il n'y ait pas, à un moment donné, de choses qui soient contradictoires, de conflits d'intérêts. Et donc, cette cohérence, il faut vraiment la garantir, la maintenir. Et en grossissant, c'est de plus en plus, à mon avis, facile d'avoir des moments où elle peut être mise à mal sans même qu'on s'en rende compte peut-être. Donc, c'est voilà, maintenir la cohérence. De la cohérence, je me permets juste une dernière question à Joël Rioux. Elle a été posée par Geoffroy Devienne d'Éthique et Investissement. Est-ce que chez Responsage, vos collaborateurs, est-ce qu'ils sont en CDI, en CDD, est-ce qu'ils sont auto-entrepreneurs? Quel est leur statut? Ils sont tous en CDI. Merci. Dernière question aussi pour Guillaume Desnaux, parce que je profite de l'avoir sous la main et cette question me brûle les lèvres depuis tout à l'heure. Vous avez dit que vous étiez société à mission désormais. Est-ce que vous avez dû changer vos statuts pour devenir société à mission, ou est-ce qu'en fait c'était dans votre ADN dès le départ et qu'en fait vous n'avez pas eu d'efforts statutaires à faire? Alors, c'était sans doute un peu dans notre ADN parce qu'effectivement, on avait déjà une raison d'être latente, d'ailleurs comme la plupart, je pense, des entreprises. Mais on a dû modifier les statuts parce que être société à mission implique d'avoir une raison d'être écrite dans les statuts, d'avoir des objectifs d'impact environnemental et social et d'avoir un comité de mission. Donc tout ça est statutaire et donc on a dû l'inscrire dans les statuts. Et je dirais que même nous, effectivement, qui dans le petit monde naissant des sociétés à mission sommes considérés comme un mission native, c'est le mot consacré maintenant, en fait, ça a dû être un vrai travail, notamment formaliser les objectifs et un travail très salutaire, parce qu'on l'a fait notamment au moment de notre 2e levée de fonds. Et par exemple, ça nous a permis d'afficher dans notre document de levée de fonds
clairement nos objectifs, donc notamment un objectif qui est d'améliorer en continu les conditions de travail des auxiliaires de vie, un deuxième objectif qui est de rendre accessibles nos innovations. Et quelque part, ça affiche directement la couleur aux investisseurs qui rentrent. Et donc, un investisseur qui aujourd'hui nous dirait, par exemple, arrêter le tarif social parce que ça dégrade la rentabilité, et en fait, il serait quasiment pas fondé à le faire parce qu'il est rentré chez Allenvie sur la base d'objectifs statutaires qui étaient inscrits dans les statuts auxquels il a adhéré et qui vont à l'encontre de la demande qu'il pourrait faire. Voilà, c'est un exemple pour montrer qu'en fait, ces objectifs nous permettent de cadrer la manière dont nos partenaires, nos parties prenantes, notamment les investisseurs, mais on pourrait dire la même chose d'autres parties prenantes, vont travailler avec nous. Donc, c'est un vrai travail pour tous et qui est, je trouve, très intéressant, notamment dans une phase de développement où on fait rentrer des nouveaux investisseurs. Merci beaucoup Guillaume Desnaux, merci beaucoup Joël Rioux pour vos témoignages à tous les deux. Merci au public pour votre participation. C'est la fin de cette table ronde et je vais repasser pour un mot de conclusion la parole à Stéphanie de Beaumont chez Fitrust. Merci Frédéric, merci Guillaume, merci Joël, merci à vous tous d'avoir assisté à la réunion de ce matin. Merci pour la richesse de ces échanges. Clairement, on a vu que Responsage et Allenvie avaient tous les deux des enjeux de développement importants. Notre ambition chez Fitrust, c'est de fédérer tous ceux qui veulent financer le développement de ces acteurs dont on a vu qu'ils étaient si essentiels. Pour tous ceux qui veulent poursuivre la réflexion sur le rôle des entrepreneurs engagés, je vous invite à lire le bref ouvrage que Guillaume Desnaux vient de publier, qui s'appelle Impact, UNPACTE, qui est un ouvrage de réflexion sur le rôle et que peut avoir l'entrepreneur dans la société, un petit zoom, un backward historique pour poser la question de ce que les entrepreneurs peuvent faire aujourd'hui. Donc, je vous invite tous à le lire. En tout cas, merci beaucoup à tous et puis très bonne journée qui, j'espère, commence bien avec cette réunion. À très bientôt. Au revoir.